Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Première heure d'Europe 1 Soir avec Gilles-William Goldadel, Oui. cher ami. Bonsoir. C'est bien vous, hein? Bien heureux, je vous le confirme. Oui, merci. Ah, oui. Merci, il vaut mieux. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir, Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Et nous accueillons la députée Renaissance EPR des Hauts-de-Seine, ancienne ministre. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. On va parler bien sûr de Trump, de cette sortie de Zelensky après une nouvelle menace du président américain de ne plus aider l'Ukraine, en tout cas à date, de suspendre son aide, de la sortie de Gabriel Attal sur peut-être utiliser les avoirs gelés de la Russie dans cette crise. On parlera également de l'Algérie avec ce stupéfiant ordre et contre-ordre la semaine dernière entre Emmanuel Macron et François Bayrou. D'abord, je voudrais qu'on salue la mémoire de Jean-Louis Debré. Quel mot avez-vous pour l'ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale que vous avez connu? Déjà rappeler qu'effectivement, en tant que député aujourd'hui, on peut se souvenir, et c'est ce qui a été dit aujourd'hui en ouverture de la séance à l'Assemblée nationale par Yaël Braun-Pivet, qu'il fait partie des murs de l'Assemblée nationale. Il les connaissait par cœur, il les chérissait, il avait ouvert cette belle institution. Et puis le parcours politique qu'a eu cet homme qui a profondément marqué la Ve République, cette République que nous devons plus que jamais à cette occasion chérir et nous rappeler qu'il est important de la conserver et nous en avons hérité. Il est maintenant de notre devoir de la transmettre à notre tour. Lui-même en avait hérité d'ailleurs de façon différente, puisque effectivement c'était le fils de l'auteur de l'un des auteurs de la Ve République du texte. Qu'est-ce qu'on fait avec Trump, Prisca Thévenot ? Je pense que l'enjeu aujourd'hui, plutôt que de parler de Trump toute la journée, c'est plutôt de parler de nous. Donc, il est enfin temps, c'est ce que fait Ursula von der Leyen en disant je sors 800 milliards, on va peut-être pouvoir aider l'Ukraine. D'accord, Pierre de Villeneuve, mais peut-être quand je dis nous, c'est nous en tant que Français. Enfin, je pense que c'est aussi important. Nous sommes une puissance qui s'ignore, et je dis la France. Nous sommes une puissance dans une entité extrêmement importante qui s'appelle l'Europe, qui s'ignore. Et nous devons continuer, et pourquoi je dis continuer ? Parce qu'au regard de la famille politique qui est la mienne, à faire en sorte que cette puissance s'affirme, que la voix française s'affirme au niveau de l'Europe, parce que l'enjeu que nous avons, c'est pas tant de savoir ce que pense Trump, mais c'est ce que nous sommes nous-mêmes. Et nous sommes, je pense, aujourd'hui en capacité d'avoir une souveraineté, d'avoir une autonomie et d'avoir les moyens de nos ambitions. Mais est-ce qu'il ne nous aide pas à penser Donald Trump ? Parce que le voilà qui arrive, il s'installe à Maison-Blanche, il prend des décisions qui sont pour certains contestables, et puis finalement, tout d'un coup on réfléchit. Ça fait quand même 3 ans que ça dure la guerre en Ukraine. Non, vous pouvez pas me dire ça, et vous pouvez... et encore moins parce que... moi je vais vous répondre alors. Alors je vais me permettre de répondre. Quand on s'est engagé, quand on est un certain nombre à nous être engagés derrière Emmanuel Macron en 2016-2017, on s'est engagé avec une certaine idée, avec une certaine vision pour notre pays, avec un certain nombre de sujets sur la réindustrialisation, la lutte contre le chômage, le sujet de la place de l'école, la laïcité, et avec surtout aussi un enjeu par rapport à l'Europe. On a été une des premières familles politiques à assumer de porter fièrement 2 drapeaux. Le drapeau français, bien évidemment, en premier lieu, et le drapeau européen ensuite. On a beaucoup été moqués au début. Beaucoup été regardés un peu comme des gens complètement illuminés. Force est de constater que c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque. Oui, nous avons besoin d'être profondément marqués en tant qu'Européens et dans cette Europe, d'avoir une France extrêmement puissante qui fait entendre ses valeurs, ses convictions. Oui, et d'ailleurs, je pense que on est attendu aussi sur ça. Gilles William. Cher ami, je pourrais, si vous ne m'étiez pas sympathique, me moquer encore. Mais non. Je vous assure, très sincèrement, que je regarde l'Europe, parce que la seule chose dont M. Macron soit vraiment, ait vraiment des convictions, c'est l'Europe. Que je regarde l'Europe, que je regarde la France, ce sont 2 entités qui sont déjà incapables de défendre leurs propres frontières. Et on aurait l'ambition de vouloir défendre les frontières ukrainiennes. Incapable même d'avoir un discours cohérent par rapport à l'Algérie. Incapable même de pouvoir, dans notre situation, dans notre détresse financière, financer convenablement quelque chose. Donc, heureusement, la seule chose qui me rassure, c'est qu'en vérité, pour l'instant, la Russie, elle ne me fait pas trembler. Elle est déjà incapable de se retrouver à Kiev, donc c'est pas demain matin, 9h, qu'elle sera à Paris. Mais pardon, si je veux vraiment avoir une idée de la vanité de la parole politique, je regarde M. Macron. Écoutez, moi je vais vous dire, si M. Poutine ne vous fait pas trembler, je pense qu'on peut aussi, même si ça paraît loin en fait,
avoir un mot à l'endroit des victimes, en fait. C'est pas une guerre d'agression qui se passe sans victimes. Et je parle pas simplement de victimes militaires. Mais en Ukraine, nous avons que Gilles William n'avait pas un mot pour les victimes. Je sais pas ce que je suis en train de dire et permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma parole, comme ça a été le cas pour Monsieur Goldenel. Je le dis, c'est pas une question de trembler, pas trembler. Et la preuve, c'est qu'on n'est pas en train de trembler, on est en train de s'affirmer et on continue à s'affirmer. Ensuite, vous dites, il manque de cohérence, il manque d'avancées concrètes. Mais j'ai envie de vous dire aussi que notre ligne, au contraire, nous, sur l'Europe et sur l'importance de la voix française en Europe, elle a toujours été cohérente et affirmée. Force est de constater, et ça vous aura pas échappé, d'ailleurs on l'a commenté de nombreuses fois sur vos plateaux, que au cours des 2 dernières élections législatives, nous n'avons pas été majoritaires. Et donc nous devons faire face à des forces d'opposition politique, que ce soit aussi bien au niveau national que au niveau du Parlement européen, où bizarrement, elles se disent toutes patriotes, ces forces politiques, mais quand il s'agit de faire autre chose que de parler pour se dire patriote, il n'y a plus personne. Et qu'en parallèle, ils sont toujours en train de défendre, d'un côté, soit des forces qui sont assez étonnantes, pour pas dire autre chose, soit Monsieur Poutine. Donc ça peut vous faire rire, moi entre guillemets. Non mais je vais vous le dire franchement, l'enjeu, moi ce qui m'étonne aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que on a en permanence des personnes qui nous expliquent toute la journée qu'il faut aider les Ukrainiens, porter des valeurs, etc. Et quand on leur demande de passer aux actes, il n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne. Et regardez, franchement, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Regardez, tout est filmé à l'Assemblée nationale. Tout est filmé, tout est archivé. Regardez juste les séances d'hier. Regardez juste les votes de l'année dernière. Au Parlement européen, c'est pareil. On ne le conteste pas, ça. Donc, à un moment, je pense qu'il faut aussi qu'on soit à la hauteur de l'ambition qu'on porte pour notre pays. Mais collectivement. Mais si je voulais être encore plus cruel, ne le soyez pas. Je dirais que, comme si cela ne suffisait pas au malheur français, nous avons, en raison d'une dissolution invraisemblable, en plus un gouvernement minoritaire. Donc, où que je porte mon regard, Monsieur Macron n'aura apporté que la faiblesse à la France. Attendez, on va se dire aussi, vous voulez reparler de la dissolution, allons-y franchement, et il n'y a pas de sujet tabou, et c'est très bien sur ce plateau. Disons-le franchement, au lendemain des élections européennes, je pense que s'il n'y avait pas eu de cette dissolution, c'est-à-dire de permettre aux Français de se reprononcer au niveau national, parce que rappelons-nous quand même qu'il y avait 1 Français sur 2 qui avait voté pour un extrême, et que c'est pas anodin, que ça doit être entendu, tout le monde aurait crié. Tout le monde, et même encore aujourd'hui, le président n'écoute pas, il est emmuré à l'Élysée, et il ne veut pas redonner la parole aux Français. Or, ce qu'on entend en permanence, c'est que les Français veulent être interrogés, que ce soit au travers de votes, soit dans des élections, et d'ailleurs ils se sont, massivement déplacés au premier et au second tour. C'est une réalité, là c'est des chiffres, c'est quand même assez basique. Et ensuite, on parle même encore aujourd'hui de beaucoup de réinterroger les Français au travers de référendums. Donc s'il y a une volonté d'être interrogé et d'être entendu. Alors, moi j'étais pas parti pour reparler de la dissolution parce qu'on en a pour 2 heures. Oui, je réponds. Mais je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Mais vous pouvez pas, Prisca Thévenot, dire... ce que vous venez de dire, en gros, ça veut dire que le président de la République est une sorte de juge de paix. Il y a un scrutin national qui est celui des européennes, et le président de la République, en son intime conviction, dit en fait, c'est pas un bon vote, donc on va faire une dissolution mais pour pouvoir. Du tout. Mais si, c'est ce que vous dites. Vous dites. Mais non, là vous transformez mes propos. Mais attendez, il y a eu un vote pour. C'est un vote des électeurs français. Et oui alors. Mais encore plus, les électeurs français, il n'a pas dit que le vote n'était pas à reconnaître, jamais il n'a dit ça, et jamais je n'ai dit ça dans mon propos. Je fais une dissolution. Il y a eu un vote au niveau européen qui disait que les Français, et au contraire, il a pris acte de ce vote, il a respecté ce vote, parce qu'il a dit en fait, au niveau européen, les Français, attendez, il y a 2 choses. J'entends. Et les Français ont voté 1 Français sur 2 pour des extrêmes. Donc c'est qu'il y a aussi un enjeu au niveau national. Et donc réintroduisons, si les Français se sont à nouveau mobilisés, plus qu'aux précédentes élections législatives. Oui, mais donc, après, on peut raconter l'histoire du premier et du deuxième tour, Prisca Thévenot. Mais non, mais attendez, on peut y aller. Allons-y, parlons. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ne me dites pas que interroger les Français qui avaient. Malheureusement, c'est de l'histoire ancienne, donc on va pas reparler de la dissolution. Vous m'en parlez, moi je veux pas. Moi je veux pas que vous. C'est la faute de Goldnadel. Non, mais sur Emmanuel Macron, moi, il y a quand même quelque chose.
je m'étonne toujours de sa cohérence. C'est-à-dire que là, c'est cohérent. Non, c'est-à-dire que là, il critique, il blâme Donald Trump qui annonce. Vous donnez tous une particule à Donald Trump. Donald Trump, j'aime bien les particules. Pierre de Villeneuve, j'aime beaucoup. Emmanuel de Macron, vous l'avez jamais fait celle-là. Emmanuel de Macron, non, je l'ai jamais faite. Mais Emmanuel Macron qui blâme Donald Trump car il suspend l'aide militaire à l'Ukraine était le premier, il y a seulement quelques mois, à annoncer et à vouloir l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, alors même que la France ne donnait pas d'armes. Est-ce que vous voyez quand même pas là une incohérence fondamentale ? Non, mais vous êtes en train de m'expliquer que ce qui se passe en Israël est la même chose que ce qui se passe en Ukraine. Non, je n'explique pas ça. Mais dans les deux cas, il y a des agresseurs et dans les deux cas, il y a des agressés. Oui, donc en fait, vous êtes d'accord avec moi pour dire que effectivement, nous devons pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine. Ah oui, ça j'en ai aucun doute. Mais pourquoi Emmanuel Macron était favorable à ce qu'on arrête de livrer des armes à Israël, qui, je crois, est l'agressé? Mais attendez. En fait, on peut parler de deux sujets. Vous voulez qu'on parle d'Israël? On peut parler d'Israël et on peut parler de l'Ukraine ensuite. Moi, je parle de livraison d'armes dans deux conflits. Dans deux conflits, oui, effectivement. Et dans deux sujets qui mobilisent la France et qui mobilisent énormément l'opinion française. Et c'est heureux. Alors, vous savez quoi? Comme c'est assez sensible, on va marquer une pause. Voilà, c'est mieux. Ça va détendre l'atmosphère. On va laisser passer le rappel de l'actualité. On reprend l'actualité et la discussion dans un instant avec Prisca Thévenot, invité d'Europe 1 Soir. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel, Prisca Thévenot et Jules Torres qui va essayer de formuler sa question différemment pour que. C'était bien. Pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ouais, bon, alors, allez-y, et puis réponse courte de Prisca Thévenot, parce qu'on a des choses à écouter. Le président américain a gelé brutalement l'aide militaire à l'Ukraine. Jusque-là, tout va bien. Agressé. Non, tout va pas bien, justement. Ah si. Non, mais le président de la République, ce que je veux dire, c'est qu'on a compris. Le président de la République française a blâmé le choix du président américain de geler cette aide militaire. Le président français, qui il y a encore quelques mois, fustigeait tous ceux qui ne voulaient pas arrêter l'aide militaire à Israël pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. C'est la même situation. D'un côté, on fustige le choix d'aider un agressé et de l'autre, non. Réponse, Prisca Thévenot. Je pense que sans faire de comparaisons qui n'ont pas lieu, je pense que vous pouvez juste poser la question au regard de arrêter brutalement le renfort pour l'Ukraine. Et je pense que l'enjeu que vous avez, c'est d'essayer de montrer qu'en fait, dans votre question, je suis désolée de vous le dire comme je pense, et on en a parlé aussi pendant la pause, c'est finalement de dire que M. Trump a raison de le faire. M. Trump a-t-il raison de, je sais de pas, faire est-ce ça? que Emmanuel Macron... Non, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un échange? Oui. Moi, la question, c'est est-ce que Emmanuel Macron avait raison de le faire pour Israël? Non, mais la question que nous posons en ce moment, je le dis encore, et je le redis encore une fois, et moi je le redis encore une fois, et je le disais déjà à l'époque, je rappelle simplement que la France livre des composants pour le dôme de fer, qui est extrêmement important en Israël. C'est très juste. Ça, c'est important de le rappeler. Parce que je ne laisserai pas dire quand même que nous ne faisons rien et que rien n'est fait. Deuxième sujet, je ne comprends pas pourquoi vous n'assumez pas une question pleine et entière sur la position de Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Mais parce je constate un manque de cohérence d'Emmanuel Macron. Journaliste et on pose des questions, Prisca Thévenot, et les Français, je sais, mais les Français, vous êtes peut-être jésuite, vous répondez par une question, mais les Français qui nous écoutent, et ils sont plusieurs centaines de milliers chaque soir, et je les remercie, sont là pour entendre l'avis des responsables politiques, pas forcément des journalistes. Si Jules Torres veut faire un édito, il fera un édito. Je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal, parce que si en effet le président Trump veut geler l'aide à l'Ukraine, il y a des avoirs gelés qui sont les avoirs financiers des Russes, et Monsieur Attal voudrait les utiliser pour aider l'Ukraine. On écoute. Il y a urgence à ce que l'Europe augmente son soutien militaire à l'Ukraine. C'est de cette manière que nous pourrons pallier un éventuel désengagement américain. C'est ainsi que l'Ukraine pourra continuer la résistance, si on veut lui imposer une paix factice. Et pour financer ce soutien supplémentaire, je crois que nous devons reconsidérer notre position, la position de la France, sur les avoirs russes gelés. Je comprends bien les préventions de certains et je les ai moi-même partagées. Mais la situation a changé. La menace a franchi un nouveau palier. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Admettons, utilisons cet argent, mais ça veut dire qu'on continue la guerre. En fait, la question, elle est plutôt, si la question de on continue la guerre, pardonnez-moi, elle est à poser à Poutine. Non mais j'entends bien. Mais là, en l'occurrence, c'est il ne veut pas d'une paix factice. C'est ce que dit l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Mais bien sûr, qui veut d'une paix factice pour l'Ukraine? Mais est-ce que quelqu'un veut une paix dans cette guerre? Mais pardon, tout le monde. Je pense que il faut pas rentrer dans le récit dans lequel veut nous faire rentrer Monsieur Trump. Tout le monde. Qui est lequel? Qui est celui d'une paix forcée?
Vous diriez ça ? Non, que celui que monsieur Zelensky ne voudrait pas de paix. Enfin, franchement, pardon. Mais aujourd'hui, il est d'accord. Il est d'accord. Il a dit, Volodymyr Zelensky, il se dit prêt à travailler sous le leadership de Donald Trump pour obtenir une paix durable en Ukraine. C'est-à-dire que même le président ukrainien veut une paix durable en Ukraine. Et donc, voilà, c'est pour ça que je le dis qu'aujourd'hui, la question de la paix est aussi à poser du côté de monsieur Poutine. Mais et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Personne ne veut lui parler. Bon, je pense qu'on a essayé. Attendez, je pense que vous êtes vraiment sûr que personne n'a voulu mettre en place une relation diplomatique ? Vraiment personne ? Au tout début. En tout cas, à la table de négociation, Vladimir, il n'y est jamais. Non mais, attendez. Il a été à une table de négociation avec Emmanuel Macron, la table était assez grande. Elle était très grande. Avec un grand espace entre eux. Gilles William. Il faut reconnaître, que M. Poutine ne se caractérise pas par son désir de paix ou par le respect de la parole donnée. C'est quand même un peu... J'arrive à comprendre, je ne suis pas très amoureux de M. Zelensky pour des tas de raisons. Et je suis même pas sûr d'ailleurs que le Donbass ou la Crimée soit vraiment ukrainienne. Mais enfin, Poutine, c'est l'agresseur. Poutine a franchi à chaque fois les limites, il n'a jamais respecté la parole. Donc l'exigence de M. Zelensky d'avoir une garantie par la part des Américains que cette fois-ci M. Poutine respectera sa parole, elle est quand même pas très excessive, honnêtement. Bon, on peut... laisser Prisca Thévenot donner son avis. J'aurais dit la même chose, ça serait pas passé. Mais merci, parce que pour le coup, je partage. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est ça l'enjeu que nous avons. L'enjeu que nous avons, c'est pas de rappeler des évidences en permanence. C'est de faire en sorte qu'enfin nous puissions aller sur un chemin d'une paix raisonnée et raisonnable sur le fait que, effectivement, ce ne soit pas quelque chose qui soit simplement une phrase en l'air, qui n'ait aucune incidence sur le terrain. Et ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Nous devons avoir cette capacité à ne pas avoir une parole donnée qui ne soit pas respectée. Dernier sujet, Prisca Thévenot. Ça vous embête ma réponse. Comment est-ce que vous avez, j'allais dire, vécu cet épisode assez étonnant de fin de semaine où il y a un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration avec François Bayrou qui dit en l'étape ultime, si l'Algérie ne travaille pas bien avec nous, la France, eh bien, on dénoncera l'accord de 1968. Et puis 2 jours plus tard, vous avez le président de la République qui a tout le moins contredit François Bayrou en disant, en fait, il n'est pas question d'une dénonciation de ces accords de 1968. C'est pas ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut reprendre effectivement les mots et il faut respecter. Dénonciation unilatérale, vous allez me dire, très bien. C'est comme dans les divorces, il y en a toujours un qui veut divorcer et l'autre non. Non, attendez. Permettez-moi déjà, j'ai pas parlé, vous allez me dire que je me suis trompée dans ce que j'ai dit, c'est un peu compliqué. Donc je commence à vous connaître, donc maintenant je prends de la main. On va faire réponse pour vous. Essayez de vous étonner. Non, l'enjeu c'est qu'un tel accord ne peut pas être dénoncé par un ministre ou un Premier ministre. Ça se fait au niveau des chefs d'État. Donc le chef d'État ne veut pas. Aïe, je vais finir ma phrase. Elle va finir par me taper. Non, pas du tout. Non mais, donc il faut dire les choses. Enfin, il faut pas mentir aux gens qui nous écoutent. De dire pour ça qu'il faut le dire. Le président de la République, les chefs d'État sont ceux qui peuvent effectivement dénoncer un tel accord. Et l'enjeu que le président a dit, c'est si un accord n'est pas respecté, alors il faut pouvoir effectivement le regarder attentivement. Et sur ça, c'est ce que M. Bayrou a dit. Oui, on regarde attentivement, mais on pourra dénoncer. Pourquoi vous voulez mettre un clivage entre les deux ? Il n'y en a pas. Simplement, il rappelle les compétences des uns et des autres. Monsieur de Villeneuve, je le dis franchement, il faut juste rappeler les compétences des uns et des autres. C'est faux de dire qu'un ministre ou un Premier ministre peut dénoncer de tels accords. Mais c'est pas une histoire de volonté, c'est qu'il y a un arsenal juridique qui permet de dénoncer l'accord de 68 et on a un Premier ministre. Moi, j'analyse, et nous ici tous, et la rédaction d'Europe 1, on analyse la parole des uns et des autres. Il y en a un qui dit on dénoncera l'accord de 68 si, et un autre qui dit on dénoncera. Il n'est pas question de dénoncer. Qui pose un ultimatum. Bayrou, il fait pas seulement, il ne dénonce pas seulement, il pose un ultimatum, et là le président de la République lui dit non. Et tout cela derrière. Parce que ça joue au niveau du président. Derrière l'assaillant de Mulhouse qui a été refusé par 14 fois. On a un président élu au suffrage universel direct, là, ça vous plaît pas ? Oui, non, mais c'est pas ça. C'est même pas vous qui regardez Pierre de Villeneuve, mais le prenez pas pour vous. Non, ce que je dis, c'est que maintenant parlons des accords de 68. Je pense que c'est plutôt ça le sujet qui intéresse là aujourd'hui, plutôt qu'une fausse querelle qui n'existe même pas. Mais ça fait depuis très longtemps qu'on sait qu'ils ne sont pas respectés.
Et donc ça vous embête qu'aujourd'hui la classe politique se penche sur le sujet et regarde précisément ce qu'il en est. Bon, bah alors allons-y franchement. Non, mais regardons. C'est plutôt ça qui est important de regarder. On est rentré dans les 4 à 6 semaines là. Non mais il faut quand même s'essayer à la bonne foi. Vous avez un Premier ministre qui n'est pas considéré comme très radical, qui, dans le désespoir, dit si dans 4 à 6 semaines, il n'y a rien de nouveau sur des thèmes très précis, comme par exemple qu'ils acceptent de reprendre leur dangereux, on va dénoncer aidez-moi. Les accords de 68. On va dénoncer, et vous avez un président qui dit ça n'est pas si simple, on ne peut pas le dénoncer unilatéralement, et d'ailleurs il aurait ajouté et sinon la diaspora algérienne va casser la baraque. Ce qui dénote quand même... Il aurait ajouté. Oui, ça tombe bien, j'ai utilisé... Mais enfin, c'est bien. Non. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a une divergence fondamentale entre la parole du Premier ministre et la parole du Président de la République. C'est ce que je dis depuis 5 minutes. Il y a simplement un rappel de la procédure à suivre. Point. C'est tout. Enfin, à un moment, il faut arrêter. C'est pas vrai. Mais oui, il le fait pas. Et vous le savez en plus. Mais franchement, alors pourquoi vous m'interrogez alors ? On vous interroge. Non mais c'est quand même lunaire. Je vous apporte une réponse et je vous dis simplement arrêtez de voir une volonté d'affrontement entre le Premier ministre et le Président de la République. On peut avoir deux points de vue différents. Il y a simplement un rappel d'une procédure assez simple dans un tel accord. Et je dois le dire de façon assez transparente, si il y a une famille politique qui veut absolument pas regarder précisément les accords 68, il y en a une seule. Le reste de la classe politique est quand même assez unanime sur le sujet. Donc maintenant, regardons les choses. Il n'y a pas de divergence entre les deux, simplement un rappel de la procédure. Autrement, Prisca Thévenot, vous-même, même si vous n'avez pas la main dessus, même si le Premier ministre n'a pas la main dessus, parce que c'est une prérogative du Président de la République. Vous le dites vous-même. C'est une prérogative. Pas de doute. J'ai jamais dit que c'était pas. J'ai pas dit que c'était pas la prérogative du Président de la République. Ne vous agacez pas. Mais vous, quelle est votre opinion là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, moi je pense que c'est assez simple que les accords ne sont pas respectés. Il n'y a pas besoin d'attendre 4 ou 6 semaines. Ah oui. Ah ben voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, non mais pardon, les gens en ont marre aussi juste de simplement dire c'est pas respecté et après ils vont dire and so what, il se passe quoi ? C'est ça la question d'après. Et vous serez les premiers à me dire et c'est quoi la question d'après ? Et donc c'est pour ça que la parole du Président de la République est simple. C'est que, attention, ça ne se fait pas comme ça par de l'incantation. Ah non, il n'a pas dit ça. Non, au contraire, vous dites... Ça se passe au niveau du président. Vous avez l'air de dire, et je vous approuve, puisque de toute manière, ils ne sont pas respectés par les autres, il n'y a pas de raison qu'on les respecte nous-mêmes. C'est le propre d'un accord. Non. Tandis que la pensée du Président de la République, au-delà de sa compétence incontestable, c'est de dire on ne peut pas dénoncer unilatéralement. C'est donc le contraire. Oui. C'est le contraire. C'est que tant que ça sera, ils ne seront pas dénoncés, ils devront continuer à être respectés. Pas pareil. C'est pas pareil. Un petit dernier mot. Juridiquement. À part ce grand sourire que vous faites à Gilles-William Goldnadel. Non, mais c'est pas que c'est pas pareil, mais on dit la même chose. En fait, un tel accord ne peut pas être dénoncé unilatéralement. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a non mais attendez, ça veut pas dire que c'est une fin en soi. Arrêtez de faire croire que c'est une fin en soi. Stop en fait. On parle de sujets extrêmement importants. Tu te fais tacler. Mais non, mais parce qu'il y a juste une volonté. Mais c'est juste que si on attend de l'Algérie qui dénonce également les accords de 68, on n'est pas sorti de l'auberge. Écoutez-moi, j'ai un contrat avec mon propriétaire. Mon propriétaire, il doit le clouer le couvert. Il répare pas le toit. Mais c'est pour ça qu'on peut prendre des mesures en contrepartie. Moi, je le paye plus, donc c'est même pas la peine que je dénonce l'accord. Je le respecte pas de mon côté. Regardez ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Il le redit en permanence, dès qu'il peut le dire à chaque micro. Oui. Et on peut prendre des mesures en contrepartie. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'antinomique avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure ? Ce qui me gêne, comme souvent, vous avez l'impression que M. Retailleau, c'est quelqu'un qui a pas envie d'agir ? Vous pensez que M. Retailleau, c'est quelqu'un qui a pas envie d'agir, mais malheureusement, il n'a pas la main. Il est ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Sur la question des visas, il n'a pas toute la main. Sur la question des tarifs douaniers, il n'a pas toute la main. Mais franchement, je pensais pas un jour devoir défendre M. Retailleau, mais je vais le faire. Vous pensez vraiment pas qu'il a les capacités d'agir et que s'il a envie d'agir, il pourrait être en train d'agir ? Alors avec les déclarations du président, je pense qu'il est dans une situation d'impuissance. Il est ministre. Oh là là, c'est génial. Enfin, franchement, il y a un an, on avait les mêmes discours au moment de la loi immigration. Au moment de la loi immigration portée par Gérald Darmanin, on avait le même discours en disant que, à l'époque, M. Retailleau, qui était au Sénat, n'avait pas les moyens d'agir parce qu'il était, entre guillemets, simple sénateur. Aujourd'hui, il est ministre de l'Intérieur. Sérieusement ?
Dans une coalition où tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il a bien accepté. Non, arrêtez. Si Monsieur Retailleau, qui est un homme intelligent, qui est un politique avéré, pensait qu'il ne pouvait pas agir, il ne serait jamais rentré dans le gouvernement et il n'aurait jamais voulu être dans le deuxième gouvernement. Donc, je veux dire, c'est bon un moment, il faut arrêter. Il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a dit et aussi d'avoir confiance en ces hommes politiques qui, vous n'allez pas me dire le contraire, Monsieur Retailleau a une parole. Il a une parole, voilà. Il a une parole forte, il est volontaire, il est déterminé, mais malheureusement, il ne peut pas tout faire. Je lui fais très confiance à Bruno Retailleau. Merci Prisca.